Nations Unies, justement, lorsque Madame Thérèse Wagner parlait, elle a rappelé que la République démocratique du Congo était agressée. La République démocratique du Congo était victime, mais toute l'Afrique, en réalité, est victime d'une agression extérieure à ses frontières, mais aussi à l'inaction, victime de l'inaction qui serait peut-être africaine, qui serait une solution africaine au vu du manque de soutien dont aujourd'hui on pourrait faire montre normalement à la République démocratique du Congo, que ce soit sur le territoire africain ou encore à l'extérieur. En tout cas, il s'agissait pour elle de fustiger non seulement les actes des Nations Unies, mais aussi des pays africains face à cette circonstance. Je pense personnellement que c'est un discours redondant. C'est un discours redondant qui n'est pas, n'est-ce pas, un discours nouveau dans le concert international en ce qui concerne la situation de la RDC aujourd'hui. Ce discours venant de l'institution des Nations Unies est tellement vieux que nous ne pouvons, n'est-ce pas, le constater aujourd'hui. Et parce que les Nations Unies, si on entre même, et nous allons entrer là en profondeur dans les analyses, on va bel et bien voir que les Nations Unies aussi ont une responsabilité dans ce qui se passe en RDC. Parce que lorsque vous voyez les mécanismes de solutions que la communauté internationale, tant africaine qu'intermondiale, a eu à mobiliser pour essayer de résoudre le problème de la RDC, il y avait parmi les acteurs de la solution les Nations Unies. Il faut rappeler que en RDC, ces Nations Unies, ils sont restés pratiquement pendant 30 décennies, mais que le problème de la RDC n'a jamais été résolu. Donc, je pense que les Nations Unies ne doivent pas se positionner en position de maître aujourd'hui sur la situation de la RDC. Elles sont très mal positionnées concernant ce problème. Sur la situation africaine, c'est vrai, il y a une sorte de carence de la part des Africains face à cette situation-là. Et nous en déplorons régulièrement en disant que l'Afrique a sombré dans ce qu'on appelle la crise de la solidarité. L'Afrique n'arrive pas à se mettre ensemble pour parler avec unanimité et univocité sur des questions africaines. Dans un contexte où nous voulons lutter tous contre le même ennemi qui est le colonisateur qui attaque toute l'Afrique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le problème de la RDC, c'est quoi? C'est que, en réalité, au sortir, n'est-ce pas, du génocide de 1994, parce qu'il faut le dire, il y a eu plusieurs intrusions dans le sol, n'est-ce pas, congolais, n'est-ce pas, des Rwandais qui fuyaient, n'est-ce pas, cette crise génocidaire dans leur pays pour se réfugier, n'est-ce pas, en RDC. Parce qu'il faut dire que du point de vue géographique, les deux pays sont limitrophes. Et parmi les personnes qui s'étaient réfugiées en RDC, il n'y avait pas que les civils. Il y avait parmi ces personnes les civils, les militaires, mais aussi et surtout les hommes politiques qui étaient opposés idéologiquement, n'est-ce pas, à ce qui venait de se passer au Rwanda. Donc, toutes ces personnes se sont donc déportées en RDC et la RDC donc n'a pas eu la technique, la meilleure technique pour essayer de réguler cette population qui leur venait de l'étranger. D'aucuns ont été intégrés dans l'armée, d'autres ont été intégrés dans des services publics, d'autres ont même été intégrés dans des associations privées, etc., etc. Donc, en RDC, il s'est donc posé le problème, n'est-ce pas, du multiculturalisme ethnique. C'est-à-dire, en RDC, quand tu vas en RDC aujourd'hui, il est difficile de distinguer qui est congolais et qui est rwandais. C'est très difficile. À partir de ce moment, donc, ça devient très compliqué. À partir du moment où, à l'intérieur de l'armée de la RDC, on trouve les Rwandais, il est très compliqué, ça devient très compliqué sur le plan opérationnel. Parce que lorsque la RDC, l'armée de la RDC va sur le terrain pour combattre ce qu'ils appellent les agressions rwandaises, un soldat qui est rwandais va se poser les questions, il ne va pas s'engager véritablement au sens patriotique du terme pour conserver l'intégrité territoriale de la RDC. Donc il y a ce problème important qu'il faut mettre sur la table et que les autorités congolaises aujourd'hui devraient résoudre pour faire ce que j'appelle une sorte d'identification, question de voir qui est véritablement congolais et qui ne l'est
qui ne l'est pas. L'autre problème, c'est lequel? C'est que le Rwanda, du point de vue comparatif et même naturel, est un pays qui est, n'est-ce pas, naturellement un peu démuni en termes de matières premières et de ressources naturelles. Lorsque vous voyez aujourd'hui les statistiques qui sont brandies au niveau international par des institutions de Bretton Woods et même certains cabinets internationaux, on vous dit que le Rwanda est l'un des premiers pays producteurs du cobalt, d'accord, dans le monde. Or, lorsque vous faites un brainstorming économique du sol et sous-sol rwandais, vous constatez que le Rwanda ne produit pas le cobalt. C'est un paradoxe important qui incite donc à dire que si le Rwanda n'a pas le cobalt dans son sol, alors il le trouve quelque part. Il le trouve quelque part. Et lorsque vous voyez donc la RDC avec le Rwanda, lorsque vous voyez la région qui est aujourd'hui sombrée dans la crise, l'est de la RDC, vous comprenez en réalité qu'il y a une similitude directe entre ce que le Rwanda exporte comme matière première et ce que la RDC regorge, produit dans son sol et dans son sous-sol. Donc cette situation-là a donc posé un schéma non seulement au niveau interne africain entre le Rwanda et la RDC, mais aussi et surtout récupéré au niveau international par les multinationales et certaines puissances occidentales qui ne veulent pas que les pays africains, n'est-ce pas, jouissent, contrôlent leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Donc les puissances occidentales ont donc récupéré cette situation-là pour, entre guillemets, instrumentaliser le Rwanda à l'effet de faire main basse aux matières premières de la RDC. Et mettre main basse aux matières premières de la RDC nécessite pour ces acteurs d'installer un terrain de chaos, la guerre. Parce que vous savez que pour éviter qu'un pays puisse contrôler et exploiter ses matières premières, il faut bel et bien que vous créez le chaos, la guerre. C'est pendant la guerre que ces puissances occidentales exploitent, commercialisent et exportent les matières premières de la RDC. Donc j'ai envie de dire que la RDC aujourd'hui est victime de ces matières premières en quelque sorte. C'est un scandale géologique qui se passe au niveau de la RDC. L'autre situation qu'il faut mettre sur la table, c'est laquelle? C'est que lorsque vous m'avez envoyé la thématique pour cette émission concernant la RDC, je me suis amusé à faire certaines recherches. Et parmi les recherches que j'ai eu à effectuer, je suis tombé dans certains travaux historiques où l'ex-président de la France, par exemple, concernant le problème de la RDC et du Rwanda, en l'occurrence le président Nicolas Sarkozy, disait que le problème de la RDC était le suivant. C'est que le Rwanda était un petit État avec une population élevée par rapport à la densité de son territoire, qui n'avait pas de matières premières et qui devrait vivre. De l'autre côté, on avait un pays qui était presque un pays continent, avec une superficie aussi élevée et une population qui n'arrivait pas à couvrir la densité et sa superficie sur le plan territorial. Quelle est donc la solution que Nicolas Sarkozy préconisait? Il a préconisé la solution suivante. Permettre à la RDC, au Rwanda, de grignoter de temps en temps à l'est de la RDC, question de se ravitailler pour survivre sur le plan interne du Rwanda. Et je vais vous dire que cette solution a été acceptée et officialisée dans les instances occidentales. L'Union européenne a retenu ça comme facteur explicatif du problème de la RDC. Lorsque vous prenez l'Union européenne concernant la situation du Rwanda, vous allez vous rendre compte que tout ce que l'Union européenne propose dans la situation rwandaise aujourd'hui est calqué, n'est-ce pas, sur ce schéma, sur ce plan de lecture qui avait été défini par Nicolas Sarkozy. Donc, partant donc dans ce parti préanalytique, vous comprenez que la situation de la RDC est délicate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui en RDC, ne pensez pas que
ce sont les acteurs internationaux occidentaux qui vont résoudre le problème de la RDC. C'est pour cela que moi, je ne considère pas d'une grande importance ce que les Nations Unies viennent de faire aujourd'hui à travers leurs émissaires. Moi, je ne considère pas ça. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que la RDC libère la RDC. Et qui doit libérer la RDC aujourd'hui, c'est la première institution de la RDC qui est le peuple. Parce qu'il faut comprendre que dans un État, la première institution, c'est le peuple. Le président ou la présidence de la République vient après le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait le président. Il faudrait donc que le peuple de la RDC prenne la situation en main. Et je suis content parce que sur le terrain, depuis que Goma a été envahi par ces rebelles-là, on voit quand même comment le peuple est déterminé, comment le peuple prend, n'est-ce pas, les devants pour essayer de s'exprimer et de faire avancer les choses. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de corriger le problème du leadership à la tête de la RDC. Parce que dans un pays, quand quelque chose ne marche pas, la première chose qu'on fait pour trouver la solution, c'est d'abord l'interrogation du leadership. Quel type de leadership avez-vous à la tête de votre pays? Est-ce que le leadership qui est aujourd'hui à la tête de la RDC permet à la RDC de retrouver son intégrité territoriale à l'est de la RDC? Je ne pense pas. Parce qu'on voit les défractations de Tshisekedi concernant cette situation. Lorsque vous voyez comment lui, il se comporte sur le plan international, on a la nette impression qu'il n'a pas les mains libres de prendre la décision souveraine. Et en cela, j'ai envie de dire que la RDC aujourd'hui est dans une situation d'état néocolonial. Et lorsque vous êtes un état néocolonial, vous ne pouvez pas vous déterminer conformément à vos intérêts. Il y aura toujours des pesanteurs qui vont annihiler votre décision, même si parfois vous êtes animé par une bonne foi. Et vous voyez que chaque fois que Tshisekedi se prononce, vous avez l'impression qu'il est vraiment déterminé. Il porte des discours salvateurs, mais qui contrastent radicalement avec la réalité sur le terrain. Donc voilà la situation globale qu'il faut convoquer aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe en RDC. La RDC aujourd'hui est l'expression la plus achevée, n'est-ce pas, du néocolonialisme, de la prise en otage d'un État par les multinationales occidentales.